Voilà, bonjour et bienvenue dans cette petite conférence que j'ai intitulée Troubles psy, c'est dans le corps qu'il faut les soigner. Alors effectivement, si vous avez un diagnostic, avéré ou pas, dans cette catégorie qu'on appelle les troubles psy, eh bien cette petite vidéo pourrait vous intéresser parce qu'elle pourrait ouvrir d'autres pistes à la fois sur la perception que vous avez de vos troubles, de vous-même, mais aussi sur des pistes qui vont engager le corps, c'est-à-dire dans une vision qu'on dit holistique, une vision plus globale des soins. Alors ici, vous voyez, j'ai disposé un certain nombre de troubles psy qui sont reconnus, avérés, qui sont posés par l'observation de symptômes par un spécialiste. Et puis je les ai mis dans des petits containers. J'ai mis un peu arbitrairement, mais les plus courants, les troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité, les troubles bipolaires, l'anorexie, les troubles dysphasie, dyspraxie, dyscalculie, etc. La dépression, les troubles du spectre psychotique, et j'y ai même mis les troubles du spectre autistique, ce qui pourra peut-être choquer certaines personnes, puisqu'actuellement on considère que c'est un trouble neurodéveloppemental, mais au même titre que les troubles du spectre psychotique. On considère que, vu qu'ils ont été générés avant l'apparition du trouble, eh bien ils étaient en quelque sorte présents sous une certaine forme dans le cerveau avant même la pose du diagnostic. Par contre, ce qui n'est toujours pas résolu, c'est de savoir si ces troubles sont consécutifs à des traumatismes qui seraient antécédents à ces troubles du développement, voire même qui seraient partiellement hérités de la part de parents. Voilà, donc le point commun qu'il y a chez toutes les personnes qui souffrent de troubles psy, eh bien, c'est toujours de l'anxiété. Il y a toujours une anxiété, donc j'ai noté des symptômes mineurs jusqu'aux symptômes majeurs. Donc l'anxiété, le stress, la déprime sont omniprésents chez toutes les personnes qui souffrent de troubles psy. Et par définition, un trouble psy, c'est lorsqu'il y a une persistance des symptômes. Ces symptômes sont parfois tout à fait normaux, voire légitimes, lorsqu'on traverse une période difficile, une période de changement, un deuil, la perte d'un emploi, la perte d'un être cher, une séparation, etc. Donc on est toujours déstabilisé dans notre être, dans notre équilibre psychique, et puis se met en place un processus, ce qu'on appelle le processus de deuil, qui est très bien défini, très bien documenté avec des étapes qui permettent de se reconstruire et d'être généralement encore plus fort qu'avant. Lorsque par contre les symptômes persistent, eh bien, on finit par aller consulter un psy, et puis il va, en fonction des observations, en fonction de ce que vous allez lui dire, de ce que vous allez montrer ou de ce que les autres vont exprimer pour vous, eh bien, il va poser un diagnostic. C'est une vision, alors certes, c'est un petit peu réductrice, c'est un petit peu simpliste. Je vais certainement faire bondir des psychiatres et des psychologues, mais dans les grandes lignes, c'est comme ça que ça se passe. Donc, vous voyez, j'ai mis ici ces symptômes, dans les symptômes majeurs, lorsqu'on commence à avoir des hallucinations ou des sentiments de déréalisation. On appelle ça aussi de la dépersonnalisation, des crises de panique, etc. Ce sont des symptômes majeurs, importants, qui vont naturellement hypothéquer le bien-être et la vie du sujet. Déjà parce qu'il est en souffrance, voire en souffrance constante, et puis naturellement parce que ça pose beaucoup de problèmes pour gérer le quotidien, gérer la vie sociale et a fortiori la vie professionnelle. Dans la vision morpho-psychothérapeutique, eh bien, on va aller dans les sous-couches. Qu'est-ce qui fait que on présente ces symptômes? C'est qu'on n'est plus tout à fait au clair avec les éléments qui sont constitués ou qui constituent ce qu'on appelle la zone émotionnelle. Alors, quand on parle de ces symptômes, on aurait plutôt tendance à les localiser dans la tête. C'est la zone cognitive. Bien que ces symptômes se ressentent plutôt au niveau du ventre. Ce qui est par contre indiscutable, c'est que les émotions, là j'ai noté les 4 émotions essentielles, la joie, la tristesse, la colère et la peur, eh bien c'est au niveau du ventre que nous les ressentons.
et non pas au niveau de la tête. Mais on va voir ensuite comment tout cela se construit ou ne s'est pas bien construit durant la croissance pour finir justement par présenter ce qu'on appelle des troubles psy. Et on va rajouter encore une sous-couche à laquelle on ne pense pas, qui est dans la zone métabolique, c'est la zone basse de la zone émotionnelle. C'est une zone que nous partageons avec tous les animaux, avec j'ai presque envie de dire tout ce qui est vivant. C'est qu'au début, dans la zone métabolique, nous avons un ressenti qui est extrêmement binaire. C'est agréable ou c'est désagréable. Voyons maintenant comment nous nous construisons en fait tout au long de notre croissance et comment nous présentons soit une bonne santé, la plupart du temps c'est une bonne santé physique et mentale, ou au contraire des dysfonctionnements qui vont se présenter sous la forme de différents types de souffrances chroniques. Pour ça, j'ai convié un bébé. Vous voyez que dans cette première phase, bébé, nous l'avons tous été, il ressent deux ressentis. On n'est pas encore dans les émotions. Il a deux ressentis. C'est agréable ou c'est désagréable. Quand le bébé se sent bien, il est plutôt dans une sensation agréable et puis son visage est neutre, il va facilement rigoler. Et lorsqu'il ressent une sensation désagréable, généralement, eh bien, il va pleurer, il va émettre des râles et tout le défi consiste à savoir qu'est-ce qui est désagréable. Dans ce cas-là, on va apporter un biberon à bébé. Et à ce moment-là, vous connaissez, vous avez déjà vu cela, on approche le bébé et le bébé est déjà content. Il s'agite, il ressent de la joie. Pourquoi ? Parce que la sensation désagréable était liée au sentiment de faim, qui n'est à terme pas une sensation agréable. Et qui, naturellement, dans le cas du bébé, doit être manifesté pour qu'il puisse grandir, pour qu'il puisse vivre ou survivre. Alors ici, on voit que le bébé est monté d'un niveau, il n'est plus dans l'agréable ou le désagréable, mais il ressent de la joie. Et ensuite, je le fais monter encore dans la zone cognitive, et vous voyez qu'apparaît cette petite bulle « j'avais faim ». Et c'est là que le bébé, alors naturellement c'est pas à l'état de bébé, c'est en cumulant des dizaines de fois, des centaines de fois cette expérience que l'être humain peut faire une association. Au début c'est désagréable, puis je ressens de la joie parce que j'ai satisfait un besoin et j'ai associé une idée, j'avais faim. Et ça c'est ce qu'on appelle la coordination psycho-émotionnelle. C'est comme ça que nous nous construisons. Nous n'avons pas hérité en fait de l'identification des émotions ou de la verbalisation des émotions à la naissance. Nous les avons acquises surtout dans la faculté de pouvoir les exprimer. Voyons maintenant un petit peu plus loin. Donc vous voyez ici j'ai mis cette fleur des émotions. C'est-à-dire que tout au long de notre croissance, eh bien nous allons identifier les émotions et puis nous allons de plus en plus les nuancer, ce qui va apporter des réactions de plus en plus adaptées. Vous voyez, si je prends maintenant la colère, qui est l'émotion un peu primaire du bébé ou de Monsieur Trump aussi, je ressens de la colère, je suis en colère, on voit qu'elle va s'affiner vers de la contrariété. La contrariété émane de la colère, mais elle est beaucoup plus fine. Je suis contrarié. Et si je suis contrarié, ça ne se voit pas forcément. Si par exemple, vous discutez avec des amis et tout d'un coup, il y en a un qui lâche quelque chose à votre propos. Hop, tout de suite, sentiment désagréable, colère, contrariété. Il a dit quelque chose. Et là, se met en route, justement, la coordination psycho-émotionnelle. Vous allez analyser ce que la personne a dit. Était-ce vraiment à mon intention? Était-ce pour me blesser? Est-ce que ça n'était pas du tout pour moi? Donc il y a déjà une analyse qui se fait jusqu'à que vous trouviez les bonnes réponses et ensuite vous aurez une réaction adaptée entre ignorer totalement ce qui a été dit ou réagir, parce que ça permet, la réaction permet de ne pas rester dans la frustration et à terme dans la dépression. Lorsqu'on ne réagit pas, on s'enferme sur soi-même et puis à terme on est complètement bloqué, scellé.
Voilà, il en va de même pour la peur. Alors c'est très rare que l'on ressente de la peur, hein. On aura plutôt de l'appréhension. Face à un examen, par exemple, j'ai pas vraiment peur, c'est de l'appréhension. La peur, je vais la ressentir, comme ça m'est arrivé un matin, j'ai ouvert la porte de ma maison, je suis tombé nez à nez avec un renard. Donc, première chose, de la peur, hein. Ou un autre exemple, je roulais en moto et tout d'un coup un camion était sur ma piste. Alors, avant qu'il se rabatte, il ne s'est rien passé, mais j'ai eu peur à un certain moment. Donc là, c'est pas de l'appréhension, c'est vraiment de la peur, hein. Mais on voit effectivement que dans tout le spectre des émotions que vous pourrez regarder peut-être plus en détail, eh bien, on va grandir et puis au travers de dizaines, centaines, milliers d'expériences, eh bien, on va affiner nos émotions et ainsi nous devenons un être de plus en plus complexe, souvent aussi un être de plus en plus raffiné, de plus en plus intelligent, à l'opposé d'un être abruti, c'est-à-dire qui reste à l'état brut. J'aimerais préciser une petite chose là, c'est que les émotions négatives, ça n'existe pas. Une émotion, c'est quelque chose qui vient de votre corps, elle ne peut être ni négative, ni positive. Elle est agréable ou désagréable. Alors ça, c'est très important. Le problème étant que ceux qui s'enferment dans un discours d'émotions négatives sont la plupart des gens qui refoulent justement les émotions désagréables. Donc ils refoulent une partie de l'information qui vient de leur corps, qui vient de la zone métabolique ou de la zone émotionnelle, et à terme, ils ne se fabriquent pas, j'ai envie de dire, une représentation correcte de ce que nous appelons la réalité. C'est mieux de voir la réalité en face parce qu'on peut toujours mieux s'y confronter, on peut mieux l'aborder. Donc les émotions négatives, oubliez ça. Une émotion, eh bien, c'est une réaction neurovégétative, c'est-à-dire qu'on ne la maîtrise pas, elle est là, elle vient du corps et puis elle est toujours agréable ou désagréable. Continuons maintenant. Alors voyons un petit peu ce qui vient perturber ce développement, perturber cette coordination psycho-émotionnelle. Le mot-clé, c'est toujours le stress. Et alors le stress, il peut se vivre sous différentes formes, ce qu'on appelle des traumatismes, des troubles de stress post-traumatique. Alors il y a les stress précoces, ceux qui peuvent survenir pendant la vie intra-utérine, lorsque nous étions dans le ventre de notre maman, soit parce que nous avons subi ou vécu un choc, ou soit parce que maman a vécu un choc et qu'elle nous a transmis ce choc dans le liquide amniotique, très directement. C'est quelque chose de biochimique et nous avons également vécu ou subi ce stress. Donc vous voyez qu'on peut vivre ou subir des stress très très tôt. Les stress précoces, c'est les stress aussi de la petite enfance, particulièrement durant les premières années de la vie, période où le cerveau est très plastique et très vulnérable. Alors, la conjonction stress précoce et puis caractère, j'ai envie de dire caractère précoce aussi, eh bien des fois ça ne fait pas bon ménage. C'est ce qui va parfois provoquer les troubles du spectre psychotique, parce que ces stress ont lieu très tôt, ils ne sont pas détectés, et puis ils vont perturber justement la coordination psycho-émotionnelle pendant toute la croissance. Il y a les stress chroniques, donc ça implique des événements comme la maltraitance, la négligence, la violence familiale, les guerres, la pauvreté ou des traumatismes répétés. Là, c'est plutôt un climat de tension. Si par exemple vous vivez dans une famille qui est empreinte de dysfonctionnement, eh bien continuellement dans cette famille, eh bien vous ressentez un stress. On verra où on ressent ces stress justement. Et puis bien sûr les stress sévères, des événements ponctuels et violents, maltraitance physique, les viols ou des accidents divers. Alors voilà, je précise que nous sommes tous victimes de stress. Durant la croissance, on ne peut pas être épargné par des stress. Après, il y a des personnes qui disposent d'un caractère plus résilient et qui vont outrepasser, qui vont mettre plus facilement, naturellement, le processus de deuil ou de résilience en place, et d'autres personnes qui le sont moins et qui encaissent et puis qui sont perturbées dans leur croissance. La croissance dissociative. Alors là, j'ai illustré deux petits personnages, rassurez-vous, moi je suis celui qui n'était pas content durant ma croissance.
pour vous dire qu'il y a peut-être un espoir de basculer un peu plus vers le jeune homme qui apprend à se réaliser. Donc le jeune homme de gauche, celui qui sourit, celui qui grandit justement dans un milieu qui est plutôt bienveillant, qui arrive plus facilement à dépasser ses stress, ses tourments, eh bien c'est un jeune homme qui cherche plutôt l'autonomie. Il n'a pas envie d'être aidé, il a envie de se débrouiller. Tout cela parce que ça augmente la capacité de se réaliser. Pour moi, c'est le but de l'existence, c'est de se réaliser dans l'existence. Ce n'est pas l'argent, la gloire, le pouvoir, ça ce sont des illusions, mais c'est le but de se réaliser dans l'existence, ce qui n'empêche pas qu'on peut se réaliser dans le fait d'acquérir beaucoup d'argent ou d'avoir du pouvoir. C'est un être social. Il va plutôt rechercher la compagnie des autres, tout simplement parce que la compagnie des autres l'enrichit, parce qu'il apprend à savoir qui il est, et il donne des informations aux autres pour savoir qui ils sont. Il est motivé par le désir et la curiosité. C'est-à-dire, face à un nouvel événement, il est plutôt curieux. Il va dire, tiens, qu'est-ce qui se passe ici? Je veux savoir. Mais il n'est pas non plus une tête brûlée. C'est-à-dire qu'il va calculer les risques pour pouvoir profiter justement des événements ou des événements nouveaux de l'existence. Il apprend par plaisir. C'est toujours le plaisir qui lui permet, comme tous les enfants qui à la base apprennent à lire, à écrire et à calculer, ils ont tous du plaisir. Ce plaisir, il commence à être annihilé parfois autour de 10-12 ans lorsque l'école inflige presque le fait de devoir apprendre plein de matières qui ne sont pas intéressantes pour certains individus. Son savoir est assimilé, ça c'est important, c'est-à-dire que le savoir c'est un petit peu comme un puzzle qui s'ouvre du centre vers l'extérieur et il est capable, chaque pièce, de la relier à ce qu'il connaît. Donc il apprend de plus en plus, il apprend mieux, au prix parfois de dire ça je ne comprends pas, mais c'est pas grave, je comprendrai plus tard. Donc ce jeune homme est de plus en plus apte à affronter la vie. A contrario, notre jeune homme de droite, celui-là, il s'apprend à s'adapter. C'était mon cas. Très tôt dans la vie, j'ai appris à m'adapter. Donc j'évitais les conflits et les confrontations. Pour quelle raison? Tout simplement parce que conflit et confrontation, ça ravive les souvenirs du trauma ou les souvenirs des stress. Je n'ai pas envie de revivre cela. Donc je vais m'hyper-adapter pour éviter ce genre de situation. Tendance solitaire, c'est naturel, c'est beaucoup plus facile d'être seul, voire d'être seul dans sa chambre avec une connexion internet, un smartphone ou un ordinateur, parce que on peut éteindre, on peut facilement couper la relation, il n'y a pas la confrontation directe avec la personne. Empêché par la peur, c'est-à-dire que les événements nouveaux, le premier sentiment c'est une petite crainte. Du coup, je ne vais pas m'aventurer à ça parce que j'ai peur, parce que j'ai peur, parce que j'ai peur. Il peut apprendre parfois pour faire plaisir. C'est l'enfant qui amène des bonnes notes à la maison. C'est celui qui s'est donné des objectifs abstraits, soit de carrière professionnelle ou de perspective de salaire, etc. Et puis son savoir, il est parfois dissocié. Il est capable d'apprendre quelque chose pour apprendre, et puis, mais sans vraiment l'assimiler à une expérience de vécu. Donc celui-là a de plus en plus de difficultés à apprendre, à s'adapter et à se réaliser dans l'existence. Voilà, ici c'est une transition qui est très importante, l'incidence des stress sur la croissance physique, parce que la morphopsychothérapie est une thérapie qui agit sur le corps et essentiellement sur le corps. Et on va voir les incidences. Alors ici, moi je considère la croissance en 3 phases. La première, c'est la croissance rapide, de 0 à 7 ans. Ça porte très très bien son nom, parce que de 0 à 7 ans, nous effectuons plus d'apprentissage que durant le reste de notre vie. Nous avons également grandi, nous allons grandir encore, mais nous avons déjà atteint, je ne sais plus, à 7 ans, nous sommes déjà aux 2/3 de la taille adulte, etc. Je passe à la phase de socialisation qui porte très bien son nom, 7 à 14 ans. Ici, l'enfant sort de son premier cercle familial et généralement, c'est là qu'il rencontre d'autres amis, d'autres copains, les copains d'école, les copains de quartier, et c'est là qu'il va se confronter aux autres. C'est la phase sociale. Au travers des autres, je sais qui je suis, je leur dis qui ils sont, je prends conscience de mon tempérament, et puis je me socialise. Je sais déjà un petit peu qui je serai avec les autres, je prends aussi conscience de mon orientation sexuelle.
La phase de synthèse, 14 à 21 ans, qui porte encore très bien son nom, parce que de 14 à 21 ans, les derniers, tout se met en place, tout se synthétise pour pouvoir, autour de 21 ans, choisir ce que je veux faire de ma vie. J'ai mes amis, j'ai ma famille, j'ai mon réseau, mais je peux très bien m'aventurer dans quelque chose de nouveau. Et c'est ça qui est passionnant dans l'existence. Lorsqu'il y a eu des stress, regardez bien, c'est vraiment là que c'est très important. Vous voyez que j'ai dessiné dans toutes les phases de croissance le diaphragme. Le diaphragme, c'est un muscle qui est, alors là vous ne voyez pas mes mains, je suis en train de montrer mon ventre, qui est central au corps humain. Et c'est un muscle. Il assure la respiration et la digestion. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir. Mais nous ne sommes pas constitués que de ce muscle. Nous sommes constitués de tout un réseau de chaînes musculaires, de la tête aux pieds, de l'extrémité d'une main à une autre. Nous sommes un seul réseau de chaînes musculaires. Et j'aimerais parler aussi des fascias. C'est les tissus conjonctifs. Ce sont les tissus qui entourent les muscles, les viscères, les veines et qui rattachent tout ça à l'ossature, au squelette. Vous voyez ici que je déporte le diaphragme sur ce qu'on appelle le rachis, la colonne vertébrale. Et qu'est-ce qui se passe lorsque le diaphragme est un petit peu crispé, chroniquement tendu? Eh bien, il va un petit peu empêcher le bon développement de la colonne vertébrale. Tout simplement parce que, en étant tendu, derrière le diaphragme, eh bien, il y a les vertèbres lombaires qui forment un arc, et le diaphragme va empêcher une bonne croissance. Et ceci va provoquer de légères pathologies qui sont invisibles et indolores, sous la forme de scoliose dans un sens, c'est une déformation qui va dans un sens, ou de lordose, c'est une déformation qui va dans l'autre sens. Et en outre, eh bien, une légère déformation du bassin. Le bassin sera légèrement oblique, ou bien on dit en antéversion, légèrement en avant, légèrement en arrière. Et ceci, c'est la base de tout. C'est la base de nombreux dysfonctionnements, de nombreuses adaptations qui vont ensuite se présenter durant la croissance. On appelle ceci les adaptations négatives de la morphologie ou de la verticalité. Voyez maintenant ce squelette, qui peut être notre squelette. Alors, il y a deux points de contrainte qui ne sont pas négociables. C'est la zone haute de la tête. Pourquoi? Parce que nous fixons nos congénères à l'horizontale et ce sont les pieds qui sont fixés au sol. Entre deux, dont toutes ces tensions, qu'on appelle ça un encapsulage morphopsychologique, eh bien, le squelette s'adapte comme il peut. À savoir que si le bassin est légèrement oblique ou légèrement en avant, eh bien la colonne va déployer des scolioses, lordoses au bas du dos, compensées par des kyphoses, et puis à terme un dos rond par exemple. On peut aussi avoir des épaules qui partent légèrement obliques, et puis vers le bas du corps, eh bien si le bassin est légèrement oblique, eh bien ça va produire, on appelle ça une jambe plus courte que l'autre, mais ça n'est jamais une jambe plus courte que l'autre, c'est simplement un genou qui part comme ça en X, parfois les deux, et il y a encore une adaptation qui se passe au niveau des pieds, c'est-à-dire que les pieds peuvent être en rotation interne. Actuellement, il y a énormément de jeunes qui marchent, ils ont les pieds comme ça. Puis les déformations du pied plat, pied creux, etc. Ceci va faire l'objet d'une autre vidéo, parce que c'est peut-être la partie la plus complexe qu'il faut bien comprendre. Ça veut dire que si, à moins de 30 ans, vous avez des adaptations de ce type, il faut savoir que ça n'est pas normal, c'est les conséquences de l'encapsulage morphopsychologique et donc, globalement, d'un blocage émotionnel. Ça veut dire que dans cette coordination psycho-émotionnelle que j'ai présentée tout à l'heure, il y a eu, en quelque sorte, des bugs dans cette croissance. Je passe à la suite. Donc, en morphopsychothérapie par le souffle, ça n'est pas très compliqué d'un point de vue théorique. Le but, c'est de redonner au corps ses qualités d'usine. Vous connaissez cette notion, les paramètres d'usine, c'est les paramètres de départ, soit la souplesse, la verticalité et la respiration, comme si le corps n'avait pas subi des stress.
hein. Pour ça, on travaille sur des postures, c'est des étirements sur les chaînes musculaires dans lesquels on va rectifier les aspects pathologiques de la verticalisation, et puis on travaille avec une pratique de souffle qui s'appelle le respire ou le souffle profond, qui vient redynamiser la respiration, la rendre de nouveau profonde, basse, métabolique. Donc on lui redonne son amplitude. Donc en synchronisation entre adaptation des postures et respiration profonde, on redonne au corps ses paramètres d'usine. Et qu'est-ce qui se produit dans ce cas-là? Alors, pour ça, dans ce petit schéma, j'ai appelé les zones d'influence. On va voir d'abord la zone d'influence qui est celle de la psychiatrie, notamment celle des médicaments, les neuroleptiques, qui travaillent essentiellement sur les neurotransmetteurs. L'action psychiatrique, c'est essentiellement ça. Les médicaments ont pour but d'atténuer les symptômes qu'on a énumérés tout à l'heure. Et forcément, si les symptômes se réduisent, eh bien, on souffre moins, hein, mais on connaît aussi les inconvénients qu'il y a avec ce type de traitement, notamment par le fait qu'on va aussi moins ressentir les émotions, ou encore moins les émotions qui sont de toute façon déjà un petit peu bloquées, qui ne sont pas claires, qui ne sont pas nettes. Ensuite, il y a une deuxième action, c'est ce qu'on appelle les psychothérapies, et là, on va travailler dans la zone émotionnelle. Alors le but, c'est d'améliorer justement la coordination psycho-émotionnelle. Mais il y a une condition pour que ça fonctionne, c'est qu'il faut ressentir ses émotions, ou plus ou moins. Le but, c'est de retrouver les émotions, de libérer des émotions qui sont bloquées. Alors, par exemple, si récemment j'ai eu une dame qui n'avait pas fait le deuil de son mari parce qu'elle ressentait en réalité de la colère contre son mari, mais elle disait c'est aberrant, je ne peux pas exprimer de la colère contre une personne qui est morte. Maintenant, c'est pas aberrant du tout, hein. Et en travaillant, c'est la colère qu'elle a ressentie, et en sortant cette colère, eh bien, elle a pu, en psychothérapie, travailler comme ça pour s'en sortir. Mais lorsqu'on ne ressent plus les émotions, ou peu les émotions, eh bien, les psychothérapies ont une action très limitée. Si vous faites 5 à 10 séances de psychothérapie et que vous n'avez pas obtenu un changement ou une libération, c'est que vous souffrez d'un blocage émotionnel. Dans la morphopsychothérapie par le souffle, eh bien on va plus au fond, on travaille dans la zone métabolique, hein, très profondément et vraiment très physiquement, très concrètement, très pratiquement. Hein, on travaille dans cette zone métabolique. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque on travaille comme ça? Eh bien, on va petit à petit retrouver ces émotions, et c'est bien souvent, je vais vous en parler dans la dia suivante, la colère qui réapparaît, et puis petit à petit, les émotions réapparaissent aussi, bien sûr, la joie, la tristesse, mais ces émotions sont de nouveau un peu plus distinctes, c'est-à-dire que j'arrive mieux à les identifier. Hein. Je suis plus dans ce magma de symptômes qui, voilà, on ne sait pas trop, il y a un mélange d'anxiété, de tristesse, de colère, tout est mélangé. Non, les émotions commencent de nouveau à se redissocier et à pouvoir s'exprimer. Hein. Donc, ce que ça provoque, la morphopsychothérapie par le souffle, c'est cette notion, j'appelle ça le désencapsulage. Hein. C'est-à-dire que ça provoque du changement. Et forcément, il y a, avec ce changement, la réduction des symptômes. C'est-à-dire, moi c'est ce que j'ai vécu, c'est-à-dire si les symptômes petit à petit sont réduits, voire disparaissent, ben, il n'y a plus de troubles. Il n'y a plus lieu même de poser un diagnostic de trouble psy, puisque les symptômes ne sont plus présents. C'est simplement une autre voie qui amène à un résultat, je dirais, plus profond, plus direct. Et on va enfin réactiver la coordination psycho-émotionnelle. Parce que le problème dans les troubles psy, surtout si vous souffrez depuis longtemps, c'est que vous avez été bloqué dans votre évolution, et ça, on ne rattrape pas ça par miracle. Hein, il faut vivre, refaire des expériences et refaire cette construction psycho-émotionnelle. Mais ça se fait naturellement. Exactement comme un enfant. Il n'y a pas besoin de psychothérapie, il n'y a pas besoin de thérapie. C'est simplement le désir de vous réaliser dans l'existence qui revient. Et puis, dans ce sens-là, vous réactivez le processus du changement.
Et enfin, c'est une bonne technique de gestion des crises. Là, j'ai de nombreux patients qui, lors de crises, là je parle plutôt de patients qui ont des troubles assez aigus. Crise, c'est quoi? C'est crise de panique, c'est grosse crise d'angoisse, où à l'époque on prenait un tranquillisant, un Valium, etc. Ou bien voire même ils se retrouvaient aux urgences psychiatriques. Eh bien, on a une technique qui permet de travailler un quart d'heure, une demi-heure, pour éviter justement d'être toujours dans l'ancien paradigme, j'ai envie de dire. Hein. Voilà, donc remettre juste très brièvement, dans les troubles psy, très souvent on est bloqué, vous voyez, c'est les étapes du deuil, le choc, le déni, la colère, la tristesse, la résignation, l'acceptation, la reconstruction. Alors très souvent, lorsqu'on a ce blocage émotionnel, on est entre le déni et la colère. Ça veut dire que dans les cas extrêmes, les personnes sont dans le déni du problème, puis elles sont vraiment dans un flou complet. La colère, c'est souvent, dans le 80% des cas, c'est l'émotion qui va réactiver le processus. Alors, lorsqu'on commence à toucher la colère, et vous avez déjà vécu de la colère, elle clarifie l'esprit. Elle permet, tout d'un coup, face à l'agresseur réel ou l'agresseur du passé, eh bien, de réaffirmer qui on est. Non, on dit, voilà, non, je n'accepte pas ça, je me mets en colère. Ça peut être des profondes colères. Et ensuite, peut survenir une période de tristesse, la résignation, l'acceptation et la reconstruction. Voilà. Donc, le but de la morphopsychothérapie, c'est de remettre en route ce processus de rétablissement. Voilà, on termine avec cela. Vous voulez en savoir plus, vous voulez en savoir mieux, vous voulez aller plus vite. Moi, j'ai écrit un livre, c'est La santé mentale rétablie dans ton corps. Vous voyez, apparaît la table des matières. Lisez, peut-être il y a des choses qui peuvent vous intéresser. J'aborde un petit peu les causes. Pourquoi est-ce qu'on est à un certain moment, pourquoi est-ce qu'on souffre, pourquoi est-ce qu'on présente des symptômes. La pratique, vous avez là-dedans des postures qui sont illustrées, une description du souffle profond, les résultats, qu'est-ce qui va se passer, pas de miracle, pas de miracle, réduction des symptômes, réactivation d'un processus de rétablissement, et bien sûr, je ne vends pas de la poudre de perlimpinpin, il faut travailler. Ça, c'est une pratique qu'il faut appliquer comme, on appelle ça une ascèse. C'est peut-être tous les jours. Vous allez abandonner pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, puis tout d'un coup, au moment où la mèche a pris, eh bien, vous y reviendrez naturellement. Parce que ce sera le truc qui aura le mieux fonctionné. Et puis, un petit chapitre sur tout le côté psy, parce que c'est possible que vous soyez un petit peu embourbé là-dedans. Là, je vais faire une vidéo qui s'appelle « Les inducteurs de comportement ». C'est très important. On abordait les problèmes psy bien différemment dans les années 70, les années 80 que j'ai connus. Et puis peut-être d'une manière un petit peu plus saine que ce que nous avons actuellement, avec déjà des classifications qui deviennent de plus en plus compliquées, de plus en plus confuses, de plus en plus contradictoires, et dans lesquelles on a tendance presque à s'identifier et à se perdre. Voilà, vous pouvez obtenir mon livre sur mon site, donc mpts-formation.com. Vous pouvez l'obtenir sur Amazon, et pour ceux qui vivent en Suisse romande, où l'on parle de français, dans les chaînes de librairie Payot. Abonnez-vous, likez, partagez si vous avez apprécié cette vidéo, mais surtout restez vigilants, parce que j'en prépare 2 autres, c'est la croissance dissociative et les inducteurs de comportement. À bientôt.